Ça, c'est la Méditerranée. Et cachée juste ici, la petite île qui sera notre histoire d'aujourd'hui. Berceau d'une nation clé au sein de l'Europe depuis des milliers d'années, laissez-moi vous raconter comment Malte est devenu le bastion du christianisme. L'histoire de Malte remonte à très longtemps. On retourne en arrière jusqu'en 5200 avant Jésus-Christ, durant la période néolithique. Les habitants s'étant installés en Europe sont allés jusqu'en Sicile, et ces mêmes habitants se sont ensuite dirigés sur l'île de Malte. Il faut savoir aussi que malgré la distance d'environ 90 km entre les deux îles, de l'équipement de navigation rudimentaire était assez pour traverser la mer, étant donné qu'à cette époque, l'eau était plus basse. Mais ça reste quand même un exploit d'arriver à mettre le pied sur cette île. Bref, arrivé sur ces terres, l'agriculture et l'élevage sont les principales activités pour survivre dans ces temps sans merci, et notre première civilisation voit le jour tranquillement. Ces peuples resteront habités sur l'île durant plusieurs centaines voire milliers d'années, et sa plus grande trace reste encore les premiers temples mégalithiques, des monuments religieux qui témoignent d'une culture spirituelle et d'une organisation sociale assez avancée. Ces temples font partie des plus anciens dans le monde. Ils précèdent même les pyramides d'Égypte et Stonehenge. Plusieurs sources citent même la Dame de Malte comme divinité féminine. Cependant, vers 2500 avant Jésus-Christ, le peuple disparaît. On peut penser à une sécheresse ou à une surexploitation des ressources ou même l'arrivée d'un nouveau peuple, mais ce sont tous des hypothèses et rien ne permet réellement de savoir comment ces habitants sont disparus. Dans tous les cas, un nouveau peuple toujours venu de Sicile viendra mettre le pied sur l'île, et ils sont assez bien équipés. En fait, ces nouveaux arrivants maniaient le travail du métal et ont apporté l'âge de cuivre et du bronze à l'île de Malte. Leur mode de vie était assez différent de leurs prédécesseurs. Ils tournent le dos aux temples mégalithiques pour ériger leur propre tombe, des dolmens. C'est d'ailleurs grâce à ces monuments de pierre qu'on sait que l'ancien peuple est disparu. C'est grâce à cette rupture culturelle. On peut aussi croire que ces nouveaux arrivants étaient plus axés sur le mode de vie guerrier. Des armes en métal font leur apparition sur l'île, tout comme des villages construits en hauteur pour une défense plus favorable. Ce sera surtout la venue des Phéniciens, ce peuple navigateur venant du Liban actuel qui feront de l'île un centre commercial important dans la Méditerranée vers les années 1000 avant Jésus-Christ. Des villes portuaires comme Maleth, aujourd'hui Médina, sont fondées et introduisent leur langue, alphabet, leur culture et leurs croyances, qui était la déesse Tanit. Ce sera 300 ans plus tard, en 700 avant Jésus-Christ, que l'île sera sous influence carthaginoise, les descendants même des Phéniciens. Il n'y a pas eu d'affrontement ou de forme de résistance chez les peuples de l'île. Carthage a seulement continué d'influencer Malte indirectement, notamment avec le commerce, et l'île se fera intégrer dans le réseau marchand de l'Empire. À partir de là, Malte devient un point tournant du commerce. Juste après les grandes cités carthaginoises de Sicile et de l'Afrique du Nord, c'est un lieu où les navires utilisent Malte comme un lieu d'escale. Un lieu qui relie l'Afrique du Nord à l'Italie. D'ailleurs, cette occupation punique protège les habitants de l'île. Leur flotte est l'une des plus puissantes de Méditerranée, si ce n'est pas la plus puissante. Ça assure la prospérité de Malte. Tanit et Baal-Hamon, les deux divinités de la croyance carthaginoise, viendront s'imprégner dans la culture maltaise, même qu'un ancien temple mégalithe deviendra un lieu de culte carthaginois, Tas Silg. Et oui, ça vient aussi avec les mêmes pratiques, dont celle très connue du sacrifice d'animaux et d'enfants. Des restes ont été retrouvés dans un cimetière sacré à Malte qu'on appelait des Tophets. Pour tout résumer, la domination de Malte sous Carthage a donné place à un centre commercial et religieux important en Méditerranée, ainsi qu'une escale stratégique pour les routes maritimes, et du côté culturel, la civilisation punique l'influence énormément, même que la langue maltaise aujourd'hui contient toujours son origine phénicienne. Les nombreux colons qui se sont installés sur l'île prennent en majorité, alors que l'ancien peuple néolithique que nous suivons depuis son arrivée sur l'île est en déclin. On estime finalement qu'à ce moment dans l'histoire, vers 264 avant Jésus-Christ, Malte porte une population de pas plus de 5000 personnes, dont plus de la moitié proviennent d'Afrique du Nord. Si tout semble aller pour le mieux sur ces terres prospères et en plein développement, une république viendra brasser l'ordre en Méditerranée. Rome. Messine, une ville en Sicile, devient un lieu important en Europe, et Rome souhaite la contrôler car elle est considérée comme stratégique. Des tensions montent entre les deux titans,
et c'est alors que la guerre punique éclate. C'est là que Malte sera une option à ne pas sous-estimer pour les Carthaginois, et ils le savent. Des renforts militaires entrent sur l'île, notamment des mercenaires libyens. Malte sera le point de départ pour riposter en Sicile. La bataille de Mylae verra la flotte navale de Carthage et de Rome se rentrer dedans, mais même si les navires puniques sont en supériorité numérique, ils ne font pas le poids face aux Romains. Et donc, Carthage replie sa flotte, ce qui a comme conséquence de couper le ravitaillement naval depuis Carthage. Le gros point faible de Malte, c'est que l'île est devenue dépendante à ses importations, surtout alimentaires, et le blocus de Rome rend la nourriture sur l'île rare. En plus de ça, la population commence à se diviser. Certains souhaitent être sous le contrôle de la République romaine, d'autres restent loyaux aux Phéniciens, mais lorsque Rome attaque Malte, la défense solide de Mdina les repousse. Mais le peuple continue de souffrir, la famine devient critique en fait, et des émeutes commencent à éclater. Malte est lassé de la guerre et souhaite même changer de régime, optant soit pour l'indépendance, soit pour la domination romaine. Carthage reconnaît le mécontentement des Maltais, mais ils doivent se préoccuper ailleurs, et l'île devient une priorité secondaire. Des meneurs locaux de Malte tentent de négocier la paix avec Rome, mais ça n'arrange pas les choses du tout. Les Carthaginois voient cette demande comme une forme de trahison et exécutent ceux qui ont cherché à trahir Carthage. Les tensions montent. Tout ça va subsister jusqu'à l'anarchie complète. Finalement, après plus de 20 ans de guerre, la paix est signée. Carthage a perdu et Rome devient notre suzerain. Et une romanisation commence lentement mais sûrement. Le début d'une longue histoire, mais surtout le début de notre histoire. Malte se fait rattacher à la province romaine de Sicile et un gouverneur militaire est mis en place. Il faut savoir qu'après ce que le peuple maltais a subi durant la guerre, ils sont assez indifférents à se retrouver entre les mains des Romains, et donc la culture romaine pourra s'imprégner assez fluidement. Lorsque les Romains aperçoivent Mdina, ils commencent à voir en Malte un lieu stratégique qui est important de considérer pour contrôler la Méditerranée, et donc la ville se remplit de nouvelles garnisons romaines, de nouvelles routes sont construites afin de lier les zones agricoles aux ports, et l'activité économique navale de Malte revoit le jour. On est en paix. L'île se reconstruit, et pas par n'importe qui. Toute cette reconstruction nous amène à la deuxième guerre punique. Encore une fois, un différend populaire divise le peuple maltais. D'ailleurs, une flotte carthaginoise a tenté de reprendre Malte, mais encore une fois, l'île reste intacte. Sinon, Rome garde l'île comme un point de défense à la Sicile. Mais malgré l'avancée impressionnante de Carthage durant la deuxième guerre punique, Rome sort victorieux de cette guerre, et Malte continue à devenir un lieu fermement romain. Le latin s'imprègne sur l'île, et sa culture commence à mettre en déroute celle des Phéniciens. C'est après la troisième et la dernière guerre punique que Carthage disparaît, et donc l'influence punique ne fait presque plus partie de l'île. Elle ne demeure que dans les rares cas en campagne. Balhamon et Tanit se font remplacer par Jupiter et Junon. Les élites locales de Malte adoptent des coutumes romaines et en 90 avant Jésus-Christ, Malte devient de manière officielle romaine, ce qui accorde la citoyenneté romaine à tous ses habitants. Bref, si l'on regarde vite fait comment l'île se porte chez les Latins, c'est assez plaisant. On voit une stabilité s'installer autant sur le commerce mais aussi sur la paix. Malte est un lieu paisible où son commerce lui apporte sa prospérité. De la même manière, l'île reste très efficace dans le milieu militaire. Mdina devient un bastion impénétrable, et la flotte romaine qui l'entoure pousse encore plus les limites défensives de l'île. Pour continuer, nous sommes rendus à 60 après Jésus-Christ, et quelqu'un vient de faire naufrage sur Malte, Saint Paul. Il n'est pas clair si ce ne sont que des légendes racontées par les apôtres de l'époque, mais on observe une montée du christianisme lente mais progressive qui commence aux alentours de ce certain naufrage. S'il n'y a qu'une chose réelle à retenir, c'est que le christianisme vient de rencontrer notre havre, et cette rencontre sera très très mal vue. Décès? Ah putain, je sais pas comment prononcer. Décès, l'empereur romain débute sa persécution contre les chrétiens, et chez nous, plusieurs Maltais sont martyrisés, et les premières catacombes chrétiennes font leur apparition sur l'île. On finit par se rapprocher de la chute de l'Empire romain, les taxes augmentent et Rome est divisée en tétrarchies. L'édit de Milan légalise la pratique religieuse chrétienne, et les églises commencent à se multiplier sur Malte. Après la grande division de l'Empire, Malte reste sous le contrôle de l'Empire d'Occident. Mais pour une fois, la paix commence à être menacée par la vulnérabilité de notre suzerain.
Des pirates raident Malte et la population se réfugie à Mdina. Cependant, l'île reste contrôlée par les Vandales. Et lorsque Romulus Augustule se fait renverser en 476, Rome ne devient que de l'histoire ancienne pour l'île. C'est une période d'instabilité qui frappe les Maltais. En plus que maintenant, les Vandales et les Byzantins se disputent le contrôle de Malte. Les chrétiens se font encore persécuter hors de la ville. Il va falloir attendre la légendaire campagne de Bélisaire en Afrique du Nord pour calmer l'agression vandale et faire retourner Malte sous l'occupation byzantine. L'écriture grecque commence à revenir sur l'île et Byzance apporte du nouveau dans l'architecture de Malte, autant, par exemple, dans les églises que dans les fortifications. Cependant, ces mêmes fortifications ne feront pas le poids face aux nouveaux raids arabes. Les habitants se font enlever et pris en esclavage alors que Byzance tente de renforcer les défenses de l'île. Beaucoup d'années se passent dans ce chaos. Les attaques s'intensifient alors que l'Empire byzantin commence à se fragiliser. Tout cela nous amène en 827, le début des conquêtes musulmanes de la Sicile. Médina se fera assiéger peu après, et suite aux longs et violents combats, la ville, et donc Malte, passe sous contrôle musulman. Tout comme les empires ayant marché sur Malte, la culture, la langue arabe et l'introduction d'une nouvelle structure administrative viendront s'imprégner au sein des habitants. Et c'est encore le début d'une nouvelle ère maltaise. Entre la chute de l'Empire romain et maintenant, Malte est passée sous le contrôle vandale, byzantin et musulman dans une période assez courte. Vous comprendrez que la culture maltaise devient un grand mélange de toutes ces anciennes civilisations. Mais cette fois-ci, les choses ne se passeront pas aussi fluidement qu'avant. Mdina se fait détruire suite à la conquête des Aghlabides, la dynastie de Tunisie. La population a beaucoup baissé après le massacre de la ville et Malte tombe sous une espèce de stase, où tout s'est fait reconstruire à l'image de ce que les califats musulmans portaient sur leur terre. Marsa accueille un nouveau port, et l'économie revient à se baser sur l'agriculture, mais surtout le commerce évidemment. Aussi, même si les conversions au sunnisme à Malte fait de l'île un lieu où l'islam devient majoritaire, une minorité chrétienne subsiste, mais doit rester subtile pour ne pas subir de persécutions. Ce sera surtout lors de l'arrivée des Fatimides que Malte retrouvera une prospérité longtemps perdue. Encore plus de fortifications seront fondées et la dynastie arabe place au pouvoir en Sicile la dynastie des Kalbides. C'est là que le commerce à Malte devient encore plus important avec les nouvelles routes entre l'Égypte et l'Espagne qui est en ce moment sous domination islamique, et encore plus important, la coexistence entre les chrétiens et musulmans est en vigueur. Aucune persécution ne persiste. Malgré les tentatives de Byzance à reconquérir la Sicile et donc Malte, les Kalbides nous contrôlent toujours. Il va falloir attendre jusqu'à l'arrivée des Normands, dirigés par Roger Ier de Hauteville, pour tasser l'influence islamique sur Malte. Tout simplement, le duc de Sicile débarque sur Malte, accompagné de sa flotte normande, et arrive à repousser nos suzerains d'Afrique du Nord sans réelle résistance. Nous devenons vassals à la Sicile, et sinon pas de réel changement. Malte est utilisé par Roger comme avant-poste pour contrer les Byzantins et les Fatimides. Ce sera surtout son fils qui fera de Malte une des provinces de Sicile. Il annexe l'île suite aux rébellions musulmanes, car en effet, Malte, comme j'ai pu dire avant, ne contient pas que des chrétiens persécutés. Une grande tolérance religieuse subsistait sous les Kalbides. Islam et chrétienté coexistaient. Beaucoup de colons musulmans sont venus s'installer sur l'île par la suite, ce qui fera de l'islam la religion dominante sur l'île. En tout cas, Roger II du nom n'est pas content, et il envoie des habitants chrétiens normands sur Malte et les conversions du christianisme commencent à être forcées. L'influence musulmane sera en déroute suite aux nouvelles lois du duc. Ils deviennent des citoyens de second rang, et fonder des mosquées devient illégal. Malgré toutes ces répressions envers les musulmans, la langue arabe subsiste. Et si je vous remets l'arbre linguistique de la langue maltaise, elle tient aussi ses racines de l'arabe. 1194 marque un cauchemar pour les habitants islamiques de Malte. Henri IV du Saint-Empire obtient Malte par succession et désormais les pratiques religieuses arabes deviennent interdites et les Maltais musulmans sont déportés en Sicile puis en Italie. Nos suzerains cherchent à enlever complètement l'islam de la Sicile et de Malte. Ceux qui restent sur l'île se font entre guillemets latiniser. On efface petit à petit leur culture pour la remplacer. Finalement, si l'islam a bien disparu de l'île, la langue reste parlée. C'est un très grand chapitre de Malte qui se ferme avec comme seul souvenir les mosquées vides et une persécution religieuse. En 1240, c'est fini. Les derniers musulmans sur l'île sont partis ou convertis. Des seigneurs chrétiens s'installent sur l'île en apportant le féodalisme sur Malte. Et on est soumis à de lourdes taxes.
Malte est donc lourdement taxée sans aucun développement important sur l'île. Ça provoque naturellement un mécontentement. On est encore une fois dans une sorte d'estase. En 1282, c'est l'Aragon qui nous contrôle. Des familles nobles, notamment siciliennes, gouvernent Malte à la manière des seigneurs féodaux. Ce sera finalement au 15e siècle qu'un vrai développement sur l'île s'instaure. Commerce maritime avec les Italiens et les Catalans, construction de nouvelles églises, plusieurs milices locales rejoignent Malte pour se défendre contre les nombreux pirates arabes. Bref, l'union entre l'Aragon et la Castille donne naissance à l'Espagne, et l'Espagne est en conflit avec l'Empire ottoman. L'Empire turc attaque à plusieurs reprises Malte sans succès. Mais dans tous les cas, Malte est encore sous pression, et pas n'importe quelle. Plus à l'est se trouve l'île de Rhodes, et là-bas, des chevaliers combattent les Turcs, mais se font expulser. Ce sont les Hospitaliers, l'ordre de Saint-Jean. Charles Quint, empereur du Saint-Empire, cherche une solution pour repousser les Ottomans de Malte, et il fait appel à ce fameux Saint-Jean. Il lui offre Malte à lui et à ses chevaliers contre une défense efficace. Saint-Jean accepte, et l'ordre chrétien prend le pouvoir sur Malte en 1530. Ils feront de l'île un réel bastion impénétrable, un lieu qui sera marqué par ce règne fantastique. Directement, des fortifications sont fondées, notamment autour du grand port de Malte, encore plus moderne que celle des Byzantins. L'île devient déjà une forteresse et l'ordre commence à lancer des offensives navales. On détruit les bateaux ottomans et pirates qui hantent la Méditerranée. Jean de Valette, le 49e grand maître de l'ordre, devient une vraie plaie pour l'Empire turc. Sulayman le Magnifique ira même constater que Malte doit être considéré comme une menace et qu'il faut riposter. C'est alors que les Ottomans attaquent réellement Malte pour la première fois. Et ça marche. Gozo se fait capturer, et plusieurs habitants sont pris en esclavage. Pour l'instant, on fait preuve de faiblesse, et ça, Sulayman le voit. Et il ne laissera pas cette chance lui passer sous le nez. Il prépare son grand siège. 14 ans plus tard, le 18 mai 1565, un des chevaliers faisant sa tournée regarde la côte magnifique de Malte, à Valette. Il regarde, observe, et d'un coup, il se met à courir. Il rejoint ses frères en panique, leur annonce une terrible nouvelle. Une armada de plus de 200 navires ottomans fonce vers le sud de l'île. Il prépare le grand siège de Malte. En effet, une terrible nouvelle. Ces navires déboulent avec 80 000 boulets de canon, 4 millions de kilogrammes de poudre à canon et plus de 40 000 hommes commandés par Mustafa Pacha, Piyail Pacha et Dragut. On ne fait clairement pas le poids. Nous sommes en tout 9 000, dont 4 000 sont des civils. Nous serons commandés par le grand maître Jean de Valette, âgé de plus de 70 ans. Bref, je ne vais pas passer dans les détails de cet incroyable siège. Plus de 3 mois de combats féroces s'abattent sur Malte. La défense de l'île était dure et fatigante, mais les fortifications ont été d'une importance capitale lors du siège. Les Ottomans perdent cette bataille, et les défenseurs n'ont perdu que 2500 hommes lors de l'affrontement. Le grand siège de Malte s'inscrit dans les plus grandes batailles légendaires chrétiennes. On peut comparer ce prestige avec la charge des hussards ailés dont on a parlé dans ma dernière vidéo. Suite au combat, la Valette devient la capitale de Malte, tout comme aujourd'hui, et les ripostes navales hospitaliers continuent à rôder les mers, coulant pirates et ottomans sur la Méditerranée. Le commerce maritime devient vraiment incontrôlablement efficace. Malte n'a jamais connu une prospérité autant splendide et ça ouvre la porte à l'âge d'or tant attendu. L'agriculture, le développement rural, l'art baroque, la fondation du palais des grands maîtres, de la cathédrale de Saint-Jean, le développement de la culture, sculpture, musique attirent les plus grands artistes de l'Europe. La médecine futuriste de l'île érige la Sacra Infermia, l'un des hôpitaux les plus avancés de l'Europe. Et croyez-moi, beaucoup d'autres facteurs ont apporté ce qui est considéré comme le plus grand âge d'or de Malte. Cependant, c'est cette prospérité qui mènera Malte vers un déclin. La Méditerranée est calme. Plus personne nous attaque et on perd lentement notre objectif principal, se défendre. Les chevaliers perdent leur raison d'être postés. Ils deviennent plus aristocratiques et corrompus. Des rivalités se forment entre ces nouveaux nobles et le monde change. Les corsaires surefficaces de la flotte maltaise deviennent dépassés par les nouvelles technologies des grandes nations d'Europe. En gros, l'ordre et donc Malte s'affaiblit toute seule.
La population n'est pas satisfaite envers les chevaliers qui taxent les paysans, et ces mêmes chevaliers expulsent les jésuites de l'île pour profiter de leurs biens, et ça, c'est très mal vu par tout le monde, dont les puissances européennes qui soutiennent Malte. Finalement, plus personne ne finance Malte, car un certain Napoléon qui est contre l'aristocratie prend le pouvoir en France. C'est le début de la Révolution française, et plus personne en Europe ne peut se permettre de continuer de soutenir Malte. L'île se fera envahir par le général français en 1798 pour continuer sa route vers l'Égypte. Et après 268 ans de règne de l'ordre sur Malte, l'île tombe finalement. Le bastion du christianisme s'est perdu toute seule. Les privilèges féodaux dont profitaient les nobles maltais se voient être supprimés. Les trésors de l'ordre se font piller et envoyer en France. Et finalement, l'ordre de Saint-Jean se fait abolir. C'est encore une nouvelle page qui se tourne dans l'histoire de Malte. Les lourdes taxes et les confiscations des biens de l'Église rendent les habitants insatisfaits. Et avec raison, Malte est peuplée de chrétiens dévoués. L'arrivée de Napoléon est considérée comme une attaque contre la foi catholique. Et donc, des révoltes populaires éclatent. Le 2 septembre 1798, Médina est en sang. La garnison française se fait massacrer et sont contraints à se réfugier à La Valette. Le soulèvement continue et les insurgés font même appel aux Britanniques et aux Napolitains pour enlever l'occupation française sur l'île. Et ils répondront. Horatio Nelson, amiral anglais, arrive avec une flotte pour bloquer les ports maltais. La Valette est en état de siège et les soldats français souffrent de famine et de maladies. Ils sont à court de réserves. C'est un très long siège qui se termine en septembre 1800, près de 2 ans de blocus, et la défense est à bout de souffle. Elle capitule enfin. Vaubois, le gouverneur français de Malte, donne les clés de l'île aux Britanniques. Ils installeront une administration provisoire tout en écartant les chevaliers hospitaliers du pouvoir à Malte. Horatio déclara que Malte est désormais sous protection britannique, et cette domination persistera longtemps. Le traité d'Amiens est signé entre la France et l'Angleterre, marquant la fin de la guerre de la Deuxième Coalition en 1802. Et si ce traité souligne que Malte revient aux mains de l'ordre de Saint-Jean, les Britanniques refusent de quitter l'île. La Grande-Bretagne est connue pour être imbattable sur mer. Maintenant qu'ils ont une main ferme sur la Méditerranée, pourquoi se retirer? 1814 marque la fin de Napoléon. Il se fait exiler et Malte peut officiellement devenir une colonie de la couronne britannique et ça, le peuple y est assez indifférent. Les Anglais ne sont pas, entre guillemets, encombrants pour les Maltais, même qu'ils modernisent beaucoup l'île. Le grand port s'est fait développer et Malte accueille la Royal Navy de manière permanente. On est le point de départ des navires britanniques pour rejoindre le Moyen-Orient et l'Inde. Notre position est stratégique pour l'Empire. Cependant, je n'ai pas tout détaillé. Beaucoup d'habitants sont d'origine sicilienne et donc italienne. Ils sont insatisfaits avec le grand changement culturel qu'ils rencontrent. Et c'est cette tension entre cette partie de la population et l'Empire britannique qui fera de l'anglais la langue officielle de Malte, la langue imposée par le Royaume-Uni. Mis à part ces petites querelles, nos hôpitaux aident beaucoup les Britanniques qui sont en guerre en Crimée contre les Russes et notre position sert à l'Empire de base arrière, comme nous avons été perçus par les nombreuses autres civilisations qui ont mis pied sur l'île. L'idée de l'indépendance maltaise commence à se former. Les souvenirs prospères des hospitaliers donnent envie de devenir souverain. Et Malte s'y porterait bien. Le commerce sur l'île a prouvé plusieurs fois qu'il apporte la prospérité. Mais bon, souvent dans l'histoire, c'est dans ces moments de pensée qu'un événement frappe l'Europe, la Grande Guerre. Beaucoup de Maltais iront sur le front à bord de la Royal Navy ou même de l'artillerie britannique. L'île reste encore un lieu hospitalier important. Elle aura le surnom durant la guerre de l'infirmière de la Méditerranée. Plus de 25 000 blessés se font soigner. Suite à la guerre, une autonomie partielle est accordée grâce à un gouvernement élu, mais ça n'atténuera pas le cauchemar qui est à venir. De 1939 à 1945, Malte subira les pires bombardements de son histoire, et même un des pires de la Deuxième Guerre mondiale. Les avions italiens et allemands se déchaînent sur l'île, qui pourrait leur apporter un avantage considérable à la guerre. 1600 civils seront tués durant les bombardements, plusieurs dizaines de milliers de personnes seront blessées et énormément d'habitants perdent leur demeure. Suite à cette guerre, le roi George VI décerne la George Cross à Malte, une médaille soulignant le courage et la résilience dont les civils ont fait preuve durant le conflit. Des référendums sont créés visant à intégrer Malte au Royaume-Uni mais sont refusés. Avec les années qui passent, on obtient une autonomie plus grande
et c'est le 21 septembre 1964 que Malte devient un pays indépendant. Membre du Commonwealth britannique, Élisabeth II reste quand même la chef d'État du nouveau pays, et un premier ministre est désigné pour diriger le pays, George Borg Olivier. Il inscrit le pays au sein des Nations Unies une année plus tard, ainsi que du Conseil de l'Europe. Ce sera surtout Dom Mintoff, l'élu suivant, qui mènera Malte à son apogée. Il négocie des accords commerciaux avec d'autres pays que la Grande-Bretagne et arrive à faire de Malte une république. Les Britanniques n'ont plus le monopole sur l'île. Les dernières bases militaires anglaises ferment une par une et Malte déclare sa neutralité. Le pays ne fera jamais partie d'alliances militaires, même que notre neutralité permettra à Bush et Gorbatchev de se rencontrer à Malte lors de la fin de la guerre froide et finalement, Malte rejoint l'Union européenne en 2004. Malte est finalement libre. Maintenant qu'on connaît son histoire et qu'on regarde à quoi ressemble le pays aujourd'hui, pour une fois, c'est très cohérent. Malte a toujours prouvé durant son histoire que sa position en Europe était stratégique autant dans le domaine militaire que celui du commerce. L'île acquiert sa prospérité grâce à ce même commerce, et elle réussit à garder ce monopole en Méditerranée durant toute son histoire. Comparé aux autres pays traités sur cette chaîne, Malte n'a pas réellement eu de période ultra glorieuse qui se renverse en une instabilité létale pour le pays. Sa neutralité lui a permis de se développer conclusivement depuis l'arrivée de ce peuple néolithique il y a des milliers d'années. Mais on peut tout de même se poser un tas de questions sur son passé. Est-ce que Malte aurait pu résister contre les envahisseurs arabes? Est-ce que le pouvoir maintenu par l'ordre de Saint-Jean aurait pu persister jusqu'à encore aujourd'hui? Peut-être que Malte était destinée à être sous emprise étrangère et qu'elle ne mérite pas l'indépendance qu'elle a aujourd'hui. On ne le saura jamais, mais c'est ça qui est beau avec l'histoire. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Malte a réellement une histoire surprenante et magnifique pour ce qui peut sembler être qu'une simple île de la Méditerranée, mais je suis heureux de pouvoir vous partager la richesse culturelle que Malte porte. Durant mes recherches, plusieurs sources se contredisent à propos de certains sujets. Si vous arrivez à pointer du doigt des erreurs que j'ai commises, je serai plus qu'enjoué de vous lire dans l'espace commentaire. Je mettrai mes sources majeures utilisées dans cette vidéo dans la description, ainsi que les musiques. Merci encore, c'était Azarim, au revoir.